Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et comme chaque jour, aux alentours de 13h sur Europe 1, nous avons rendez-vous avec le rêve et l'évasion. En compagnie de qui, s'il vous plaît? Mais de Franck Ferrand, bien sûr. Bonjour Franck. Bonjour Julia, Acteur bonjour studio, à tous. Vous faites ça très bien, je trouve. Personne ne pourrait le faire mieux. Merci. Alors je vais vous inviter aujourd'hui au plus beau des voyages, Julia, à défaut d'être le plus lointain. Nous allons nous promener tout simplement au pays de la mer violette et du vin résiné, dans le creuset de la démocratie, car c'est ici qu'elle a été inventée. Bienvenue dans la Grèce de nos pères. Et bienvenue dans la Grèce d'un certain Périclès. Oui, autant dire dans un moment de perfection de la civilisation. Alors nous sommes là en plein milieu du 5e siècle avant notre ère. La construction du Parthénon sur l'Acropole commence en 447, vous voyez. Périclès est élu stratège 4 ans plus tard. Il mourra en 429 avant Jésus-Christ. Nous en parlerons tout à l'heure. Je sais bien que tout ça fait 2441 ans, mais vous allez voir, on a l'impression que c'était hier. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La Grèce, telle que nous l'imaginons et telle que nous l'ont appris nos professeurs à l'université ou à l'école simplement, est une sorte de moment d'harmonie parfaite. On a l'impression d'un classicisme absolu. Vous savez, tout a l'air d'avoir été fixé pour l'éternité. Alors on a la frise des Panathénées, la frise du Parthénon, Phidias, on a toute la grande sculpture grecque. Évidemment, la littérature avec les grands tragiques, Sophocle, Échille et puis les comédies d'Aristophane. Bref, on a l'impression que tout cela était dans une sorte de parenthèse de tranquillité. On ne sait pas exactement comment vivaient les Grecs anciens, on ne sait pas quelles étaient leurs émotions. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'on en sait sur eux beaucoup moins que ce que l'on pourrait croire. En vérité, la Grèce n'est pas tout à fait, cette Grèce classique, cette Grèce du 5e siècle avant notre ère, n'est pas tout à fait ce qu'on pourrait imaginez. Vous allez voir que c'était un moment de dureté, parfois même de brutalité. La violence y est permanente. Les guerres sont endémiques. Guerre contre les Perses d'abord, et puis ensuite cette fameuse rivalité entre Sparte et Athènes, cette guerre du Péloponnèse sur laquelle je reviendrai évidemment tout à l'heure. Alors, pour nous parler de cette Grèce d'autrefois, pour nous parler de ce qui finalement fait figure pour nous de racines, ce sont nos véritables racines, j'ai invité, disons-le, les meilleurs spécialistes de la question. Je suis très heureux de pouvoir accueillir à ce micro Claude Mossé. Bonjour, merci beaucoup madame. Merci madame, d'être ici. Vous êtes évidemment l'incarnation même de l'histoire de la Grèce dans notre pays, auteur notamment de Périclès, l'inventeur de la démocratie, d'un ouvrage qui s'appelle Les Grecs inventent la politique aux éditions Complexes. Vous êtes en quelque sorte la mémoire de cette démocratie sur laquelle nous allons revenir dans la deuxième partie de notre entretien. Dans un premier temps, et avec vous aussi Vincent Azoulay, merci d'être ici. Vous êtes maître de conférences d'histoire grecque à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée, membre de l'Institut universitaire de France et spécialiste de la vie politique et intellectuelle de cette Athènes classique, de cette Athènes antique. Avec vous deux, j'aimerais que nous revenions sur ce qu'il y a de plus quotidien dans l'existence des Grecs et comment vivaient finalement les Athéniens du 5e siècle. Alors j'imagine que, pour le dire, il faut faire une distinction entre les citoyens, les métèques, les esclaves. Tous les Grecs ne vivaient pas de la même façon, Vincent Azoulay. Oui, non, tout à fait. Les Grecs ne vivaient pas de la même façon. Les Athéniens, puisque les Athéniens ne sont qu'une partie de ce monde grec qui s'étend de l'Afghanistan jusqu'à l'Andalousie. Donc les Athéniens ne vivaient pas tous de la même façon, selon leur statut, puisqu'il y avait des distinctions juridiques, et selon leur richesse. Il y avait des citadins, des paysans, il y avait des gens riches, des gens pauvres. On va venir à tout cela. Est-ce qu'on peut dire, Claude Mossé, que les institutions telles que nous les vivons aujourd'hui dans le monde occidental sont en grande partie les héritières des institutions athéniennes ?
On peut dire oui et on peut dire non en même temps, si vous voulez, parce que en réalité, c'est tout à fait différent puisqu'il s'agit d'une démocratie directe dans le cas d'Athènes, bien entendu, car quand vous parlez de la Grèce, mais oui, je crois que nous parlons surtout d'Athènes parce que c'est surtout Athènes sur laquelle nous avons des informations. Et en tout cas pour son régime politique et son système politique. Or, c'était une démocratie directe. Et non pas une démocratie représentative comme l'ont été les démocraties à partir du moment où elles ont existé. C'était le privilège d'une petite cité, finalement. Exactement. C'était le privilège d'une petite cité et d'autre part, si vous voulez, ça impliquait qu'il n'y avait pas de notion d'un État qui serait indépendant de l'ensemble des citoyens. Il n'y avait pas. La cité, c'était la communauté des citoyens. Alors avant de venir à ces institutions politiques, nous allons essayer de cerner au plus près la vie quotidienne des Athéniens au temps de Périclès, c'est-à-dire 5 siècles avant Jésus-Christ. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avant de retrouver le récit de Franck, prenons nos repères dans l'Athènes de Périclès en compagnie de vos invités. Vincent Azoulay, qui est spécialiste de la vie politique et intellectuel de l'Athènes classique, auteur notamment de Périclès, La démocratie à l'épreuve du grand homme, chez Armand Collin. Également avec nous Claude Mossé, qui est historienne, spécialiste de l'histoire de la Grèce antique et auteur, elle aussi, notamment de Périclès, l'inventeur de la démocratie, chez Payot dans la collection Biographie. Franck. Alors cette Athènes de Périclès, disons-le, est d'abord une cité rurale. On est dans un monde de paysans essentiellement, Vincent Azoulay. Oui, c'est un monde de paysans avant tout, même si tous les Athéniens, loin de là, même les citoyens n'ont pas de terre. Donc c'est avant tout une cité à majorité rurale. Il n'y a pas de grands propriétaires terriens. Alors, il y a quelques grands propriétaires terriens, mais il ne faut pas imaginer les propriétaires de la Beauce actuelle. C'est au maximum, on a des informations sur le 4e siècle, 100-150 hectares. Mais la plupart des lopins de terre, c'est quelques mètres carrés en réalité. Et pour près de 20% de la population, c'est pas du tout de terre. Oui, bien sûr. Ce qui est une spécificité d'Athènes, qui est une population certes rurale, mais plus urbaine que la plupart des autres cités grecques qui existent à l'époque. Alors, à l'intérieur de la cité même, tous les citoyens sont égaux ? Alors, quand on est citoyen, en principe, en régime démocratique, il y a une stricte égalité, avec quelques bémols. Il y a certaines magistratures, les plus prestigieuses et les plus anciennes, qui restent fermées aux plus pauvres, ceux qu'on appelle les têtes. Mais le mouvement démocratique qui a lieu au 5e siècle, et dont Périclès est d'une certaine façon l'incarnation, va avoir tendance justement à mettre tous les citoyens, sur le plan politique et non pas économique, à la même enseigne. Et tout de même, il y a une aristocratie, Claude Mossé. Il existe des familles plus anciennes et plus prestigieuses. Certes, il existe des familles plus anciennes et plus prestigieuses, et la plus grande partie des grands personnages, ceux dont on nous a transmis les noms, appartenaient à ces grandes familles, ou à ces familles qui se voulaient descendre de prestigieux ancêtres, et qui de ce fait, évidemment, avaient une position privilégiée à l'intérieur de la cité. Néanmoins, il est certain qu'à l'époque de Périclès, il y a une sorte d'élargissement, non pas tant du recrutement des dirigeants de la cité, car ceux qui prennent la parole à l'Assemblée, de même que ceux qui postulent pour précisément les fonctions importantes, comme la fonction de stratège, par exemple. Chaque année, on élit 10 stratèges, et cette fonction est réservée seulement à une minorité, évidemment, de la cité. Mais il n'en reste pas moins que, à l'Assemblée, théoriquement, tous les citoyens sont égaux, et par conséquent que chaque voix compte également, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Et l'une des critiques, précisément, que les adversaires de la démocratie formuleront contre ce système, c'est que la majorité étant constituée par les plus pauvres, eh bien, effectivement, ce sont ceux-là qui auront le plus de poids dans les prises de décision. Concrètement, à quoi ressemble cette Athènes antique ? À quoi ressemblent les maisons ? Est-ce qu'il y a des palais ? Dans quoi vivent
les Grecs de cette époque, de cet âge classique? Alors, on a quelques informations, mais pour la majorité de la population, ce sont des petites habitations de 2-3 pièces. Il y a quelques grandes maisons, quelques grands domaines ruraux qui désormais sont bien connus par l'archéologie. Il y a des maisons plus importantes, mais au 5e siècle, globalement, les distinctions ne se font pas sur le plan architectural entre les maisons. Au 4e siècle, on verra ça de façon un petit peu plus claire. Mais au 5e siècle, véritablement, le faste est réservé au temple, même pas aux bâtiments publics. Les bâtiments Tout ce qui est sacré, en fait. Ce qui est sacré. Et là, il y a des fêtes, évidemment, avec de grands rituels, des cérémoniaux. Tout à fait. Alors là, c'est une démocratie, on a pu parler de démocratie festive. Il faut compter... La vie est rythmée par les fêtes à Athènes. Il y a environ 100 jours de fêtes dans l'année. Oui. Et là-dessus, il n'y en a que quelques-unes où la vie véritablement s'arrête pour célébrer les dieux. Il y a les grandes Dionysies dans lesquelles il y a les représentations théâtrales qui se déroulent, les Panathénées, la fête véritablement d'Athènes la plus importante. Pour le reste des fêtes, ce n'est pas la vie quotidienne ne s'arrête pas totalement, mais malgré tout, il faut compter une centaine de jours dans l'année qui est où la cité est mobilisée, occupée à sacrifier, à banqueter, à festoyer, et c'est aussi cela, faire communauté, faire lien. Oui. Partager des repas ensemble, pas seulement aller à l'Assemblée. On retrouve justement, si l'on en croit Thucydide, dans les grands discours de Périclès, cette référence permanente à la communion dans la fête, en quelque sorte. Alors ça, ce sont les grandes fêtes publiques et sacrées. Il existe aussi des banquets privés. Évidemment, moi je pense à Platon et à Socrate. Bien sûr, alors peut-être Claude. Oui, bien sûr, il existe des banquets privés et nous avons en particulier des représentations sur les vases, sur la céramique qui s'est développée à Athènes au 6e et au 5e siècle. Cette céramique peinte qui donne quelquefois des représentations justement de scènes de banquets. Bon, mais là, il s'agit bien sûr de banquets qui sont réservés à une minorité de gens aisés. De l'élite, en quelque sorte. Oui, et ce sont ceux-là, si vous voulez, qu'on retrouvera au IVe siècle dans les dialogues platoniciens, effectivement. Ce sont des banquets alcoolisés ? Ah, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Oui, effectivement, ce sont des banquets alcoolisés, car la consommation de vin est extrêmement importante, bien sûr, et beaucoup plus que la nourriture elle-même, qui en fait ne joue qu'un rôle tout à fait secondaire, parce que c'est le vin qui est essentiellement qui fait la communauté, qui crée la communauté. Mais alors du vin coupé d'eau. Faut le savoir, oui, il n'y a que les barbares qui sont censés boire du vin pur. Donc nous sommes des barbares aux yeux des Grecs, mais il faut dire que le vin grec était extrêmement alcoolisé parce qu'on laissait les vignes au soleil d'août de façon à ce qu'elles se gorgent de sucre, et ensuite le vin titrait à plus de 20 degrés, donc il valait mieux le couper d'eau. Et la vaisselle, donc tous ces milliers de vases qu'on peut voir dans beaucoup de musées, y compris en France, c'est de la vaisselle de banquet en réalité. Cette céramique là, c'est une vaisselle de fête. C'est une vaisselle de fête, exactement. Réservée à une petite minorité de la population. Et il y a des esclaves pour servir, évidemment. C'est une société qui connaît l'esclavage à un haut degré. Quelle est la proportion à peu près de la population ? Alors, on estime qu'à Athènes et son territoire, donc on appelle l'Attique, il y a à peu près entre 300 et 350 000 personnes. Et là-dessus, il y a entre 40 et 50 000 citoyens. Donc le reste, ce sont les femmes, les jeunes, également des étrangers domiciliés qu'on appelle les métèques, et sans connotation péjorative, et enfin les esclaves. Les esclaves devaient représenter là-dessus, en tout cas plus d'un tiers de la population. Il y avait plus de 100 000 esclaves à Athènes. Et pourtant, pas de révolte servile comme Rome en a connu, pas de conscience. Comme si les esclaves étaient mieux intégrés, moins séparés qu'à Rome, peut-être ? Je ne pense pas que ce soit. Le problème, c'était peut-être que d'abord, les esclaves étaient davantage dispersés. Il y avait donc, moins s'entendre. Quelques grands domaines fonciers sur lesquels on utilisait une quantité importante d'esclaves. Il y avait les mines, par exemple, d'argent du Laurion, où était également utilisée une grande quantité d'esclaves. Mais il n'y avait pas, la plupart du temps, dans la plupart des Athéniens, il y avait peut-être 1 ou 2 esclaves au maximum, et des esclaves qui étaient d'origines diverses, c'est-à-dire entre lesquels il n'y avait pas forcément, bien qu'ils venaient presque tous de la partie orientale de la Méditerranée, il n'y avait pas véritablement d'union possible entre eux. Claude Mossé au micro d'Europe 1 et Vincent Azoulay qui nous font découvrir aujourd'hui l'Athènes de Périclès.
Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film de Desmond Davis, un film de 1981, Franck, Le choc des titans. Oui, on est dans le sujet. Alors Vincent Azoulay, à quoi ressemblait la vie, une journée type d'un membre de l'Assemblée à Athènes ? Alors, d'un membre de l'Assemblée, donc ça veut dire jour d'Assemblée. Jour d'Assemblée, il y en a 4 fois par mois à peu près. Enfin, pas à peu près, exactement, 4 fois par mois. Et à ce moment-là, ça commence très tôt le matin parce qu'on vient parfois jusqu'à un peu plus de 40 km. Puisque, en gros, le territoire de l'Attique, autour d'Athènes, ça c'est une quarantaine de kilomètres du noyau urbain, marathon. Le marathon, entre Marathon et Athènes, il y a 42 km. Donc ça donne une idée de l'extension du territoire. Donc on se lève très tôt dans la nuit pour venir à l'Assemblée. L'Assemblée qui se trouve dans le cœur de la cité, dans un espace réservé qui s'appelle l'Apnix. On s'y retrouve à partir de la fin du 5e siècle. Quand on arrive, les 6000 premiers arrivés touchent une sorte de tesson qui va leur permettre d'être payés. Parce que c'est une démocratie qui subventionne après Périclès, qui subventionne l'activité civique. Ce qui est essentiel parce que ça fait que les plus pauvres ont un intérêt et aussi un intérêt financier à venir. Ensuite, on fait un sacrifice. La religion et la politique ne sont pas séparées. Un héros ahuté profère des paroles de bénédiction et de malédiction et demande qui veut prendre la parole. D'abord parmi les citoyens les plus âgés, puis ensuite parmi n'importe quel citoyen qui se lève donc et décide de prendre la parole selon un ordre du jour qui a été fixé préalablement par le Conseil. Le Conseil qui est un organe de délibération qui prépare le travail de l'Assemblée où tous les citoyens sont censés se rendre, de 500 membres tirés au sort parmi tous les citoyens. Alors comment ces institutions se sont-elles mises en place ? Est-ce que ça a été un travail progressif ou est-ce que quelques grands législateurs ont fondé les bases de la démocratie athénienne, Claude Mossé ? C'est précisément le problème, si vous voulez, c'est que nous avons ce que nous disent les sources que nous avons à notre disposition et qui effectivement tracent une sorte, en particulier un ouvrage qui a été réalisé dans la seconde moitié du IVe siècle par un élève d'Aristote, voire peut-être par Aristote lui-même, qu'on appelle la Constitution d'Athènes, et qui dans sa première partie évoque effectivement comment peu à peu s'est établi le système démocratique, en partant d'abord des lois de Dracon sur l'homicide, puis de Solon qui a créé l'égalité entre les citoyens, puis on arrive à Clisthène, l'importante réforme qui a consisté à modifier en quelque sorte la répartition des citoyens en fonction du territoire. Ça c'est Clisthène. Clisthène, qui va, c'est à la fin du VIe siècle, qui va donc fonder en quelque sorte la démocratie, qui va également instituer ce conseil de 500 membres tirés au sort chaque année avec pas la possibilité seulement d'être élu 2 fois dans sa vie, donc ça permet à un certain nombre de citoyens athéniens d'accéder à ce conseil. Et d'autre part, alors l'étape suivante, si vous voulez, c'est l'étape de Périclès, ou l'étape peut-être avant lui d'un certain Éphialte, qui aurait privé en particulier d'une partie de ses pouvoirs, le conseil qui était formé par les anciens archontes, le conseil de l'Aréopage, qui effectivement représentait un conseil dont les membres étaient en quelque sorte à vie, puisque c'était tous les anciens archontes qui en faisaient partie. Alors avec Périclès, la transformation, ça a été en particulier ce à quoi Vincent faisait allusion tout à l'heure, l'institution de la rétribution des fonctions, en particulier des fonctions publiques. C'est-à-dire que lorsqu'on est élu, on est dédommagé en quelque sorte du temps qu'on consacre à la démocratie. C'est-à-dire, ça dépend, pas tout le monde. Oui. Les stratèges ne reçoivent pas de mistos. Mais les fonctions moins importantes, la participation au conseil, et à partir du IVe siècle, à partir de la fin du Ve siècle, la participation aux séances de l'Assemblée. Alors justement, Claude Mossé, Vincent Azoulay, vous venez de faire paraître, cher Mancolin, un Périclès. Quel a été le rôle spécifique de ce fameux Périclès dont nous parlons sans en parler depuis tout à l'heure ? Bien, Grand homme,
peut-être un rôle moindre que ce que les sources anciennes elles-mêmes ont eu tendance à lui attribuer. Parce c'est un mécanisme classique dans la mémoire collective d'attribuer toutes les réformes à un grand nom, alors qu'on est quand même malgré tout dans la première démocratie de l'histoire et que c'est un singulier paradoxe d'attribuer tous les pouvoirs à un homme alors que c'est le peuple qui est censé gouverner. Mais il n'empêche que Périclès a joué un rôle singulier d'aiguillon dans le développement de cette démocratie qui lui a permis d'une certaine façon de passer de démocratie formelle à démocratie réelle. Et c'est véritablement la création des indemnités, donc ce qui permet aux plus pauvres de venir notamment au tribunal populaire et puis surtout au conseil, parce que le conseil siège tous les jours. Donc comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas de rétribution puisse assumer sa charge. Exactement. Donc c'est vraiment cela son rôle, si on veut lui en assigner un dans la jeunesse de la démocratie. Périclès de Vincent Azoulay, c'est chez Armand Collin. Au nom de la loi, justice et politique à Athènes à l'âge classique de Claude Mossé, c'est dans la collection Histoire chez Payot. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Le récit de Franck nous plonge aujourd'hui sur Europe 1 au cœur de la guerre du Péloponnèse. Ce qu'on appelle la guerre du Péloponnèse, c'est cette lutte si longue entre Sparte et Athènes, et on l'a comparé cette lutte à un combat entre un éléphant et une baleine. C'est Périclès qui, du côté d'Athènes, a élaboré la stratégie de son pays. Il était là pour ça, évidemment. Et il a très vite compris que Athènes allait perdre la guerre contre Sparte si cette guerre prenait la forme de grands affrontements, vous savez, de batailles rangées, organisées. Il fallait donc procéder autrement. Et la très grande idée de Périclès, c'est que chaque année, au moment où les Spartiates, les Lacédémoniens comme on les appelait, au moment où les troupes de Sparte, avec leurs alliés, pénétraient en Attique sur les territoires d'Athènes pour dévaster les récoltes notamment, eh bien les Athéniens, eux, se retiraient à ce moment-là derrière les fortifications de leur cité. Ils n'opposaient plus de résistance, ils pouvaient se le permettre parce que, par ailleurs, leur subsistance était assurée par des récoltes qui venaient notamment de toutes les plaines de ce qui est aujourd'hui toute la Russie du Sud. Or, ce front était protégé par la puissante flotte athénienne et puis par ce qu'on appelle les longs murs. Les longs murs, c'était cette espèce d'incroyable fortification qui reliait la cité même d'Athènes au port du Pirée. Ce qui fait qu'à moins de détruire ces remparts, à moins de venir à bout des longs murs ou d'acquérir une suprématie navale dont ils auraient été bien incapables, les Spartiates n'avaient en vérité aucune chance de battre Athènes. Telle était la stratégie de Périclès. Alors, si l'on en croit le grand historien de toute cette période, si l'on en croit l'historien antique, bien entendu, si l'on en croit Thucydide, la guerre du Péloponnèse aurait été la plus grande crise qui émue la Grèce, émue dans le sens mis en mouvement aussi, et une fraction du monde barbare. Pourquoi une fraction du monde barbare? Parce que tous ces gens, évidemment, aussi bien les Athéniens d'un côté que les Spartiates de l'autre, avaient des alliés qui étaient nombreux. Athènes, au total, pouvait mobiliser plus de 15 000 hoplites. Les hoplites, ce sont ces soldats à pied, ces fantassins lourds. 15 000 hoplites auxquels s'ajoutent des contingents fournis par tous les alliés. De son côté, Sparte dispose d'environ 9 à 10 000 hoplites, avec là aussi des contingents alliés, toutes les cités du Péloponnèse qui sont au départ alliées de Sparte. Donc 15 000 hommes d'un côté, on va dire 20 000 au total, un peu plus de 10 000 de l'autre. Ça ne veut pas dire que toutes ces forces étaient engagées en même temps. C'est assez intéressant lorsque vous prenez point par point les différentes batailles de cette guerre du Péloponnèse, vous vous rendez compte qu'en vérité, lorsque vous avez 1000 morts, lorsque vous avez une perte même qui dépasse les 200 hommes, c'est déjà énormément. C'est ce qui veut dire qu'en vérité, les combattants ne combattent quasiment jamais tous ensemble. Alors, la guerre commence en 431. Au départ, on pense qu'elle ne va pas durer, cette guerre. En vérité, elle va s'éterniser pendant un quart de siècle. Cette guerre, il faut elle se sépare en deux périodes essentiellement. Vous avez cette première période qui dure environ 10 ans, de 431 à 421. Évidemment, on compte toujours à l'envers, puisqu'on est dans une période avant Jésus-Christ. Donc de 431 à 421, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont ces opérations ponctuelles, ces dévastations auxquelles
elle se livre de part et d'autre les belligérants. Vous avez donc les Spartiates et leurs alliés qui pénètrent chaque année en Attique à la belle saison, qui réalisent toutes sortes de razzias. C'est donc cette tactique préconisée par Périclès. Et puis les Athéniens répliquent en débarquant sur les côtes du Péloponnèse. Ce sont des corps expéditionnaires qu'envoient les Athéniens. Et évidemment, ces corps expéditionnaires ravagent le territoire ennemi. Et puis après, dès qu'ils ont accompli leur mission, eh bien, ils reprennent la mer. Les deux adversaires, Athènes et Sparte, finiront par conclure une paix en 421. Alors un certain nombre de leurs alliés ne sont pas d'accord avec cette paix, d'où une sorte de guerre larvée. Cette situation de semi-paix, semi-guerre sera finalement rompue à la suite d'une initiative d'Athènes. Athènes envoie une expédition en Sicile et c'est ce qui va mettre fin à cette paix. Et là, on arrive dans la deuxième période de cette guerre du Péloponnèse. Entre 415 et 404, la position d'Athènes à ce moment-là est beaucoup plus difficile. Athènes est vaincue en Sicile en 413. Elle subit une occupation d'une partie de son territoire par des Spartiates qui se montrent de plus en plus présents et qui se sont installés notamment dans la montagne à Décélie, c'est la place forte des Lacédémoniens. On peut dire que la quasi-totalité des alliés d'Athènes vont peu à peu lui tourner le dos et finalement Athènes sera contrainte de capituler. Alors, pourquoi Athènes a-t-elle perdu cette guerre, elle qui au départ partait largement favorite? Thucydide a son avis, nos historiens modernes en ont d'autres. Nous allons essayer de faire le tri entre leurs analyses dans un instant. Un extrait sur Europe 1 de la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Restez avec nous, la suite du récit de Franck sur la guerre du Péloponnèse, c'est dans un court instant sur votre radio. Et nous sommes précisément au cœur de la guerre du Péloponnèse dans votre récit, Franck, sur Europe 1. Thucydide a son idée quant aux causes de la défaite athénienne face à Sparte. Selon lui, les Athéniens ont été victimes d'un enchaînement. Après la satiété, ils ont connu la démesure et la démesure les a conduits au désastre. C'est la trilogie Choros, Hubris, Athée que connaissent évidemment les hellénistes, ceux qui maîtrisent cette langue grecque. La démesure athénienne serait à l'origine de tous les dérèglements qui ont abouti à la défaite. En vérité, il y a deux grandes causes sans doute de cette défaite, si j'en crois Claude Mossé qui était avec nous il y a un instant. D'abord, la tactique préconisée par Périclès. Ça, il faut bien dire que le fait d'obliger les paysans athéniens à venir se réfugier dans la ville et à assister depuis les remparts à la dévastation de leurs propres champs, ça ne pouvait qu'exaspérer la population. Dans le très beau livre de Sylvie Pérez, La scandaleuse de Périclès, qui est un roman paru chez Robert Laffont, dont nous allons parler dans un instant, voici ce qu'écrit Sylvie Pérez. Les paysans avaient mis leurs troupeaux à l'abri en Eubée. On avait déplacé des milliers de bêtes vers la côte, puis par bateau, d'une rive à l'autre. Sur les routes de l'Attique, on marchait à la file. Il fallait vider la région. La population entrait dans la ville comme dans un entonnoir. D'ordinaire, c'était pour les grandes fêtes que les routes s'animaient et l'atmosphère était gaie. Là, non. Les visages se fermaient. Les habitants quittaient leurs terres à contre-cœur et une fois arrivés en ville, par où commencer ? La police allouait des emplacements avec parcimonie, les attelages tractaient des empilements absurdes d'hommes, de meubles, d'outils, de perdrix, de vêtements et d'enfants. D'aucuns avaient ficelé à leur voiture des portes et même des chambranles de cheminée. On aurait emporté avec soi des morceaux de champs et des bouts de montagne si on avait pu. On comprend bien que la
tactique exigée recommandée d'abord puis exigée par Périclès n'était pas populaire et qu'elle ne pouvait pousser les Athéniens eux-mêmes qu'à l'exaspération. Et puis, il y a une autre raison qui n'est pas du tout négligeable, c'est cette épidémie qui s'est répandue à Athènes dès la 2e année de la guerre. On a vu la maladie se propager d'autant plus vite que la majorité de la population était donc entassée à l'intérieur de ces fameux murs. Je cite encore Thucydide. « Comme il n'y avait pas de maison et que les gens vivaient dans des cabanes que la saison rendait étouffantes, écrit le grand historien antique, le fléau sévissait en plein désordre, des corps gisaient au moment de mourir les uns sur les autres, il y en avait qui se roulaient par terre à demi-mort, sur les chemins et vers les fontaines, mus par le désir de l'eau, les lieux sacrés où l'on campait étaient pleins de cadavres, car on mourait sur place. » Eh bien, parmi les victimes de cette épidémie, il va y avoir Périclès lui-même. Et ça, si ça n'est pas un coup dur pour Athènes, alors il faudra qu'on m'explique ce qu'il aurait pu arriver de pire pour les Athéniens. Après la mort de Périclès, écrit Claude Mossé, donc victime de l'épidémie dès 429, la vie politique dans la cité se présenta sous des traits nouveaux. Au consensus qui avait permis à Athènes d'exercer son hégémonie sur le monde égéen se substituèrent des luttes entre ceux qui voyaient dans l'Empire et donc dans la guerre destinée d'abord à le conserver la condition même de l'épanouissement de la démocratie, et puis tous ceux qui trouvaient au contraire que le prix à payer était trop lourd et qui aspiraient à la paix, la démocratie dut-elle en faire les frais. Nous avons, et c'est toujours grâce à Thucydide, un extrait du grand discours de l'oraison funèbre que Périclès va prononcer pour tous les soldats morts sous les coups de Sparte. C'est encore dans l'ouvrage de Sylvie Pérez que je tire un certain nombre des phrases prononcées par le grand Périclès. « Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins, dit le stratège, on est là quelques mois avant sa mort. Loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre. Du fait que l'État chez nous est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. Nous avons ménagé à l'âme des délassements fort nombreux. Nous avons institué des jeux et des fêtes qui se succèdent d'un bout à l'autre de l'année, de merveilleux divertissements dont l'agrément journalier bannit la tristesse. L'importance de la cité y fait affluer toutes les ressources de la terre et nous jouissons aussi bien des productions de l'univers que celles de notre pays. » Et voilà ce qu'affirme finalement Périclès, ce qui signale les morts, tous ceux dont il est en train de faire l'oraison funèbre, à l'attention. Ce n'est pas seulement dans leur patrie les inscriptions funéraires gravées sur la pierre, même dans les pays les plus éloignés, leurs souvenirs persistent, à défaut d'épitaphe. Enviez leur sort, dites-vous que la liberté se confond avec le bonheur, et le courage avec la liberté, et ne reculez pas devant les dangers de la guerre. Sylvie Pérez, auteure de La Scandaleuse de Périclès, ce roman paru chez Robert Laffont, est avec nous dans un instant. Qui est-elle, cette scandaleuse ? Oh ben c'est la femme de la vie de Périclès. La régie est en train de danser sur Zorba, le grec. Pas toute la régie, puisque le réalisateur Guillaume Vassaux vient de me dire dans l'oreillette « j'ai un peu honte ». Mais non, il n'y a pas de quoi avoir honte, c'est tellement Anthony plaisant. Quinn. Bah oui, c'est formidable, Zorba le grec. 64, un film de 64. Nous sommes donc en compagnie de mon amie Sylvie Pérez. Je dis mon amie, Sylvie Pérez, les auditeurs fidèles d'Europe 1 se rappellent ces émissions d'archéologie sur Europe 1 il y a quelques années. Bonjour Sylvie. Rappelé, bonjour, c'était un vrai plaisir. Vous êtes de retour dans ce studio et alors vous revenez non pas avec un document d'archéologie, mais avec un roman comme on les aime. Alors c'est vrai que l'été tire à sa fin et qu'il aurait mieux valu parler de ce roman avant l'été, mais pour tous ceux qui ont encore quelques bons week-ends ou quelques bons moments, je ne peux que recommander votre Scandaleuse de Périclès. Qui est-elle, cette scandaleuse ? Alors d'abord, elle s'appelle Aspasie.
Aspasie. Aspasie de Milet. De Milet. Elle porte le nom de sa cité d'origine, Milet, qui se trouve de l'autre côté de la mer Égée, dans l'actuelle Turquie. Et qu'on peut visiter d'ailleurs, mais enfin c'est pas celle de l'époque, mais donc elle vient de Milet comme Thalès par exemple. Et c'est peut-être le théorème de Thalès. Donc il y a pas mal de gens importants. Au VIe siècle, Milet est une ville importante. On y trace la première carte de la terre. Enfin c'est vraiment un endroit intellectuellement important. Elle vient de là et elle tente sa chance à Athènes. Alors ce n'est pas l'épouse de Périclès, ce n'est pas vraiment, c'est pas une courtisane, on peut pas dire ça, elle n'est pas prostituée, c'est une hétaïre. Comment est-ce qu'on pourrait définir une hétaïre ? Une hétaïre, c'est un mot grec, hétaïre. Vos invités précédents auraient sûrement été plus précis que moi, mais enfin c'est une amie qu'on entretient, il me semble. Une hétaïre, à mon avis, c'est un petit peu au-dessus de la prostituée et en dessous de la concubine, s'il fallait faire un classement, puisque la concubine, c'est un peu une seconde épouse, tandis qu'une hétaïre n'est pas une épouse. Une concubine peut avoir une maison pour elle. Enfin, un homme qui a à la fois une épouse et une concubine aura 2 maisons. Alors, le fait qu'elle vienne de Milet, vous nous l'avez dit, fait d'elle une étrangère à la cité d'Athènes. C'est une étrangère, c'est une métèque. Une métèque, comme on dit. Alors, à l'époque, le mot métèque n'a pas du tout la connotation péjorative qu'il a pu acquérir depuis, mais enfin, néanmoins. Et surtout à Athènes, où il fait bon être métèque, à Sparte moins, il faut plus faire ses preuves de bonne conduite, etc. Mais Athènes accueille volontiers des métèques qui payent des impôts. Les femmes en payent moins que les hommes. Mais donc oui, c'est une métèque, elle est étrangère. Tous les ingrédients étaient là pour faire une histoire sulfureuse à souhait. Parce que... elle est nettement plus jeune que Périclès. Hein, elle a 12-15 ans de moins. Plus de 20 ans de moins. Plus de 20 ans. Mais vous savez, à l'époque, les femmes se mariaient à 12-15 ans. Donc voilà, quand elle arrive à Athènes, elle a une vingtaine d'années. Assez vite, elle se retrouve dans le lit de l'homme le plus puissant de son temps, quasiment. D'un des plus grands hommes de l'histoire. Alors, ce qui est fascinant, c'est que les grands hommes de l'histoire dans votre ouvrage, on passe son temps à les croiser, Sylvie Pérez. Elle est à peu près de l'âge de Socrate, ce qui fait qu'on voit un Socrate qui n'est pas du tout le vieux Socrate auquel on est habitué. Là, c'est un Socrate tout jeune. C'était agréable parce que ça me laissait une certaine liberté, vu que Platon parle d'un Socrate qui est plus assis dans la société athénienne, et moi, dans mon roman, il a 20 ans, donc c'est très agréable. Je peux broder autant que je veux sans être accusé d'erreurs historiques. Et puis il est touchant, ce Socrate, parce qu'il s'intéresse à tout le monde, et on le voit dans le roman, on le voit faire la guerre aussi. Il est très généreux, il rassure les inquiets parce qu'il est assez pieux. Ils font un sacrifice à Artémis. Artémis, c'est une déesse qui aime les chèvres, donc il lui sacrifie une chèvre. Et Artémis, c'est une déesse superbe parce que c'est la déesse du passage. Donc c'est à la fois la déesse des zones indécises entre terre et eau, c'est celle qui fait passer l'enfant à l'âge adulte, c'est la déesse de l'adolescence, et Socrate, sa mère est accoucheuse, on le sait, et sage-femme. Oui, bien sûr, c'est l'origine de la maïotique socratique. Voilà, exactement. Lui, il est né un jour de fête consacré à Artémis, et il y a tout ce lien entre les soldats il y a 2 personnes les 2 sexes risquent de sacrifier leur vie à la cité, les femmes qui risquent de mourir en couche, donc au moment de l'accouchement, et les soldats quand ils partent faire la guerre. Et il a un rôle comme ça assez rassurant pour ses camarades au front. Alors comme on ne sait pas où se sont rencontrés Périclès et Aspasie, vous les faites se rencontrer chez Sophocle et sa concubine en l'occurrence, ce qui nous permet du reste de donner à Sophocle là encore un rôle intéressant. Oui. Est-ce qu'on peut dire, vous qui avez donc pour écrire ce roman, et puis d'une façon plus générale du fait de vos centres d'intérêt, Sylvie Pérez, vous qui connaissez si bien cette Athènes antique et cette Grèce antique, est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, on a touché une sorte d'apogée de la civilisation? C'est une sorte de miracle grec. C'est ça, c'est un miracle. C'est en ça que c'était assez tentant, parce que moi j'avais lu une phrase sur cette Aspasie dont on ne sait pas grand-chose. Il y a quelques portraits qui sont attribués. Mais et puis à partir de là, on passe de surprise en surprise, parce que la tragédie atteint son niveau le plus abouti. Avec Sophocle, effectivement, on bâtit le Parthénon. Phidias, l'immense sculpteur de bronzier, fait toutes ses plus grandes œuvres à cette époque.
époque-là. Donc c'est très excitant de se plonger dans cette période. Et même s'il ne faut pas confondre, comme nous le disait tout à l'heure Claude Mossé, la démocratie directe des Athéniens avec notre démocratie représentative moderne, néanmoins, les sujets que vous abordez à travers cette très belle histoire, histoire d'un amour total, fusionnel, énorme, et en même temps parfois conflictuel entre Périclès et Aspasie, vous abordez des sujets qui sont très concrets et actuels. C'est ça qui est très étonnant. C'est la place des femmes, le vote des étrangers, la place de la démagogie dans un discours politique. C'est l'époque des sophistes on réfléchit beaucoup au discours politique et ça peut faire penser à nos conseillers en communication et à toutes les remarques qu'on fait en général après l'intervention d'un homme politique, en oubliant peut-être un peu le fond et en s'intéressant exclusivement à la forme. Et aussi la question du prosélytisme démocratique, parce qu'Athènes va imposer la démocratie ailleurs, ou éventuellement soutenir des démocrates qui luttent contre d'autres formes de régime. Et ça nous rappelle un petit peu ce qui se passe au Moyen-Orient. Bien sûr. Et c'est une Ils ont eu un fils tous les deux, Périclès et Aspasie. Oui, ils ont eu un fils. Périclès avait 2 fils précédemment, qui sont tous les deux morts de cette espèce de peste. D'épidémie, de 429. De l'épidémie, absolument. Et eux ont eu un fils qui a été correspondu, je crois, à l'ambition qu'avaient à la fois son père et sa mère. Il est devenu un grand homme à Athènes. Et l'épilogue, c'est une histoire extraordinaire de bout en bout, parce que l'épilogue, qui n'est pas dans mon livre, je peux vous la raconter en 2 mots, il devient donc lui aussi un stratège, c'est-à-dire le poste le plus élevé à Athènes, un général d'armée. C'est le président de la République, le stratège, en fait. Oui, quasiment, voilà. Et il part, il y a une guerre en 406, ils sont 6 stratèges, ils reviennent vainqueurs, seulement un bruit court qu'ils n'ont pas secouru les victimes, les blessés, qu'ils ont laissé sur place les blessés. C'est une époque où la démocratie à Athènes est très ça devient plus de la rumeur de rue. Voilà, et puis il y a un procès qui est fait très rapidement et ils sont tous condamnés à mort, donc c'est absolument tragique. Je lisais votre roman en même temps que je relisais l'Aphrodite de Pierre-Louis, figurez-vous, et j'ai trouvé de très grandes correspondances dans la conception même du roman, c'est-à-dire que vous donnez comme ça des espèces de coups de projecteur sur des scènes qui sont des scènes très peintes, si je puis dire, et c'est très beau et très agréable à lire. Je vous recommande donc de Sylvie Pérez cette scandaleuse de Périclès. Oui, Julien. Alors Franck, oui, je me permets de vous couper parce que Franck, Lorena me dit dans le casque que vous recevez un appel en direct sur l'antenne d'Europe 1. Une surprise. Allô, allô. Bonjour. Bonjour, c'est Nikos Aliagas qui nous... Ça, c'est formidable. On ne pouvait pas parler d'Athènes et de Grèce sans avoir notre ami Nikos au téléphone. Bonjour, Nikos Aliagas. Bonjour et merci pour Zorba le grec, je l'avais pas entendu. Guillaume avait honte de passer Zorba le grec, mais moi ça me fait plaisir, ça me fait toujours penser à mes vacances en Grèce, je trouve ça formidable. Alors, ça fait plaisir de découvrir Périclès dans l'éloquence qui est la vôtre. Ce qui m'intéresse, puisque vous êtes avec nous en ligne, Nikos, c'est de savoir ce qui aujourd'hui reste de tout cet énorme passé et de cette Grèce classique dans la vie quotidienne des Grecs d'aujourd'hui. On sait quand on se promène en Grèce que la langue finalement a relativement peu changé. Est-ce que l'esprit est toujours là ? L'esprit est là, et puis il suffit d'arriver à Athènes pour la première fois de sa vie pour découvrir que le Parthénon résiste toujours, malgré le temps, malgré les guerres, malgré tout ce qu'il a pu subir. Et puis d'autre part, il faut juste se balader à Athènes pour se rendre compte qu'il existe des Périclès aujourd'hui à Athènes. Oui. Il y a même des expressions qui disent attention, il est éloquent, il parle bien comme Périclès. Le logos, la parole reste dominante dans cette oui. dans cette Parce que civilisation. logos signifie à la fois en grec le mot, le discours, la raison, et c'est l'une des notions fondamentales de la pensée grecque, autour de laquelle s'articulent aussi les sciences, la philosophie, la politique, les arts, et ça fait partie du quotidien. D'ailleurs, en français, le logos a donné, je ne vais pas faire de cours, mais vous aviez des éminents représentants tout à l'heure, logique, voilà. Il y a un certain nombre de choses que l'on retrouve au quotidien. Quand on dit, par exemple, attention, c'est une Aspasie en puissance, Oui. ça existe. J'entendais tout à l'heure à propos d'Aspasie, c'était une femme moderne à son époque, et puis aujourd'hui, une Aspasie, c'est celle qui peut se cacher derrière un grand homme, mais qui ne la met pas en veilleuse, qui a des choses à dire. Voilà. Donc ça fait partie du quotidien. Donc ces personnages restent encore aujourd'hui très présents. Est-ce que l'on joue encore Échille, Sophocle quotidiennement? Est-ce qu'on trouve encore dans les grands théâtres grecs Presque quotidiennement, vous avez raison de le souligner. Il suffit d'aller à Épidore
Et comme on vit une crise aujourd'hui à la fois économique en Grèce, institutionnelle aussi et éthique, on revient vers les classiques. C'est-à-dire toute une génération de gamins, d'étudiants qui se remettent à jouer du Sophocle, de l'Iphigénie. Donc c'est assez émouvant de les revoir revenir aux fondamentaux même de notre civilisation européenne. Et si Mais Périclès fait vraiment partie, on va dire, des figures emblématiques dont on est très fier. Oui, il reste un de vos grands hommes, aujourd'hui encore, 2400 ans plus tard. C'est ça qui est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que lui-même mettait l'honneur au-dessus de tous les autres intérêts. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qu'on dit dans les provinces grecques, c'est « Tinosis », qui signifie « tu es de qui ?» Ce que nous ont laissé ces Grecs pendant un siècle, ce qu'ils ont fait pour la postérité, c'était surtout leur dignité et leur liberté de penser. Merci. Et d'être libre. Et c'est ce qu'on a hérité aussi. Merci beaucoup Nikos Aliagas pour cette superbe conclusion à une émission consacrée à nos pères grecs.